Et voilà, troisième série, peut-être un petit peu d'économie. Le 30 novembre, le yuan est entré dans euh, les monnaies qui peuvent servir pour les échanges internationaux. Est-ce que cela va affaiblir l'euro et le dollar? La réponse est oui. Et cela montre que de plus en plus de pays, notamment des producteurs de matières premières, souhaitent vendre leurs matières premières autrement qu'en dollars. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux dirigeants de pays qui ont essayé de vendre autrement qu'en dollars leurs matières premières. L'Irak, Saddam Hussein, la Libye, Kadhafi. Ils ont mal fini. Donc c'est très intéressant de voir que ça, bien sûr, ça va affaiblir le dollar, mais seulement c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui les États-Unis, seulement quelques années après la Libye, et quelques années après la destruction de l'Irak, sont dans l'incapacité de réagir au fait que de plus en plus de pays vont quitter le monde dollar comme monnaie de réserve et donc d'échange des matières premières et autres, et des flux financiers, pour des alternatives, alors peut-être des paniers de monnaie qui peuvent inclure effectivement le yuan, le rouble, bien sûr l'euro et d'autres, et le franc suisse et d'autres monnaies. Donc c'est très intéressant de voir que c'est en train de se faire et que c'est donc un des blindages qui protégeait l'économie suprémaciste de l'Empire, donc américain, qui est en train de sauter. Et je crois que depuis le 30 novembre, l'Algérie, qui est un assez grand producteur notamment de gaz, a annoncé accepter également le yuan en paiement. Donc attention en Algérie, attention aux Américains, attention aux djihadistes. C'est les Américains, c'est pareil. Donc voilà, il y a un changement qui est en train de se mettre en place parce que, au fond, il n'est pas exclu que l'effondrement de l'Occident fasse que la Chine et certains producteurs de matières premières, encore pendant un certain temps, tiennent le coup et s'en sortent assez bien. Alors, question liée à l'économie, pensez-vous que les attentats de Daesh soient exclusivement religieux? Non. Et que la question ethnique doit être exclue? Non plus. Et sinon, doit-on concentrer notre choix de migrants en fonction du qui et de l'aplogroupe, sachant que multiracial est égal multiraciste? C'est pas nous qui choisissons. Après, je vais vous répondre de cette manière. Pour moi, le monde idéal, c'est que chaque peuple, chaque nationalité, chaque ethnie ait un territoire dans lequel elle vit et ce territoire existe, c'est leur pays, et que idéalement, elle puisse se développer en fonction de ses compétences, en fonction de ses qualités, en fonction euh, de ses avantages compétitifs au sens de Ricardo, parce que les peuples aussi ont des avantages compétitifs les uns par rapport aux autres, et donc être capable de se développer à son rythme, sans avoir des modèles étrangers à prendre, et sans être envahi par d'autres peuples, et donc de vivre en paix avec, bien sûr, en mutuel accord, des échanges commerciaux, mais pourquoi pas culturels, et même des échanges, comme ça a toujours existé depuis la nuit des temps, de populations où tout d'un coup, on aurait des étudiants d'un continent, d'un pays qui iraient visiter un autre, et ben, parfois, les jeunes étant ce qu'ils sont, eh bien oui, des histoires d'amour commencent, des accouplements se font, des enfants naissent, mais ça reste une partie infime de la population. Qui aujourd'hui peut dire, les mêmes qui disaient non, la colonisation européenne de l'Afrique, c'est mal. Et je suis d'accord, qu'est-ce que les Européens ont à aller à... Et je pense que c'est pas nécessaire d'aller en Afrique, essayer d'apporter, ou ailleurs, essayer d'apporter un modèle laissez-les tranquilles, je veux dire, laissez-les le temps de développer la technologie, la médecine, avec leurs plantes, leurs trucs, et ça marche très bien, c'est pas du tout condescendant. De la même manière, ces mêmes genres sont tout à fait disant, oui, mais c'est normal maintenant que vous acceptiez, mais ça va être la guerre civile, les mecs. De la même manière que la colonisation, ça a donné des guerres de décolonisation. La guerre d'Algérie, c'était pas tendre. La guerre en Indochine, en Malaisie, en Indonésie, au Congo, et puis ce sont des guerres extrêmement dures. De toute façon, c'est pas ça qui est en jeu. C'est pas une question de rationnel, c'est pas une question de raisonnable. Nous savons que c'est une question de diviser pour mieux régner, que c'est une question d'accaparement des ressources et d'utilisation justement des antagonismes anthropologiques qu'ont les êtres humains et les groupes d'êtres humains pour maintenir le pouvoir. C'est toujours la lutte des dominants pour asservir encore plus les dominés. Ce qui change, c'est que nous étions pendant un siècle et demi,
et même plus en Europe, en Occident en général, dans une approche de croissance pour tout le monde et donc de richesse c'est pas une question de partage de richesse, mais que finalement, quand tout monte, même les petits bateaux montent autant que les grands paquebots. Et là, ça change. Là, on voit que les paquebots commencent à tuer, à crever les petits bateaux autour d'eux. C'est une mauvaise image. Mais enfin, le- c'est différent. Je pense qu'on ne veut plus, on voit qu'on n'arrive plus à croître, et donc on va commencer on voit que le jeu devient un somme nulle, alors qu'avant, avant 1 plus 1 est égal à 3. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, 1 plus 1 est égal à 2, bientôt 1 plus 1 est égal à 1,5. Donc il y a un qui va vouloir tuer l'autre, quoi. Et plus on affaiblira les pays cibles par des faiblesses économiques, des faiblesses structurelles, des faiblesses mentales, des faiblesses idéologiques, des faiblesses ethniques. C'est un plan, hein, lisez Koudenov, Kalergi, et vous verrez que c'est prévu depuis un certain temps. Ensuite, dans votre question, c'est est-ce qu'on devrait avoir une immigration basée sur les races? Bah, oui, encore que, vous savez, je sais pas, les Arabes, c'est des Blancs. Et est-ce que les Arabes musulmans dans une Europe, est-ce que c'est pas non plus une colonisation, une sorte d'invasion aussi? Peut-être. C'est très complexe, hein. Donc c'est pas que de la génétique, c'est aussi de la culture, c'est pas simple. Encore une fois, de toute façon, c'est ni vous ni moi qui allons décider. On peut légèrement influencer les choses, mais pas beaucoup. Il n'y a qu'à se préparer. Question liée, parler du traité le traité transatlantique qui est en train de se mettre en place. Pouvez-vous le commenter? Eh ben, c'est une manière pour l'Empire de asservir encore plus ses suzerains. L'Union européenne n'a jamais été faite pour être une alternative économique contre les États-Unis. Ça a toujours été construit pour être un bloc économique pour enrichir l'Europe occidentale et la rendre à la fois plus proche et plus politiquement asservie aux États-Unis, et pour montrer et pour avoir un bloc économique concurrentiel à l'Union soviétique et les pays de l'Est de l'époque. Mais ça a toujours été un plan de soumission aux États-Unis. Enfin, faut pas déconner, vous croyez que l'Europe occidentale qui a été, entre guillemets, libérée par les Anglo-Américains, à part la France, et c'est bien pour ça qu'elle est aujourd'hui soumise à tel point, vous pensez qu'elle était libre après la Deuxième Guerre mondiale? Mais tous ces pays ont été occupés par des forces armées américaines, y compris l'Espagne. Donc, si, y compris l'Espagne. Regardez la base de Rota et d'autres. Euh, Les États-Unis ont mis sous coupe réglée l'Europe, d'abord comme étant un lieu comme les colonies africaines autrefois l'étaient pour les puissances coloniales, un lieu où on pouvait fourguer l'output industriel américain qui, je vous rappelle, était gigantesque dans les années 50 et qui compensait la destruction économique qu'avait subie l'Europe pendant la guerre. Mais ensuite, ça a été une domination politique, et tant que ça jouait dans l'intérêt des États-Unis d'avoir des populations européennes qui s'enrichissaient, qui gagnaient en opulence et en liberté, ça les arrangeait. Et c'est le cas aujourd'hui, ça les arrange plus, on va les affaiblir pour mieux les dominer. Et si cet affaiblissement passe par la colonisation et l'islamisation de l'Europe, les États-Unis, ils en ont rien à foutre, hein, de nous. Et c'est des anglo-saxons, c'est des sauvages, c'est des cruels. C'est pas. Encore une fois, hein, c'est des mecs qui ont lu la Bible, hein, c'est pas le Nouveau Testament. Donc c'est des hardcore, hein, c'est des. Bref, donc ils sont pas là et ils vont nous faire du mal. Mais en même temps, ils sont obligés parce que leur monde est en train de s'effondrer aussi. Donc voilà. Traité transatlantique, vous n'allez pas voter dessus, vous n'allez pas décider quoi que ce soit, ça va être signé, entériné, plié, et vous allez le bouffer des poulets aux normes américaines, avec les hormones, avec l'eau de Javel et tout le tralala. Donc il va falloir faire très très attention à ce qu'on mange, à comment on vit. Ça va être de plus en plus d'entreprises européennes, les fleurons des entreprises, les fleurons et ce qui sont sortis du génie intellectuel et innovateur de l'Europe vont être achetés, dépecés et acquises par les Américains, et le reste va juste être laissé en sauvage. On va nous Mexique. En fait, on veut nous transformer une sorte de, j'allais dire Mexique, mais en fait c'est plus le Brésil, mais le Brésil comme il était avant, c'est-à-dire corrompu, multiethnique. Et d'ailleurs, pour les gens qui viennent d'Afrique et d'autres endroits, et qui se disent chouette, on va profiter de la richesse européenne, les mecs, il faut repartir parce que, au-delà des violences qui vont arriver, mais en plus,
Si tout va bien, dans le meilleur des cas, on va transformer l'Europe dans une sorte de Brésil. Vous avez vu au Brésil où ils sont les blacks et où ils sont les blancs et où sont les métis entre les deux? C'est-à-dire que, en fait, quand on crée une société multiraciale et multiculturelle, on a les noirs tout en bas, les métis entre les deux, par classe hein, sociale et de richesse. On a les blancs au-dessus, et encore tout au-dessus, on a, d'une manière, on a les Chinois, mais ils sont un peu verticaux dans leur coin, et on a les juifs, parce qu'ils ont un quotient intellectuel élevé également. Donc quand on a une société multiraciale, très vite on se calque sur les quotients intellectuels, parce que c'est ça qui domine dans l'économie mondiale. Et si, ça c'est dans le meilleur des cas, sinon ça part dans le chaos. Alors la question, c'est se poser la question, et je suis pas en train de dire que les Africains sont moins intelligents que les Blancs, etc. C'est des autres formes d'intelligence, mais ce ne sont pas des formes d'intelligence qui sont très valorisées dans le monde interconnecté global aujourd'hui. C'est comme ça. Maintenant, je suis en train de faire une immense généralisation, mais le monde multiculturel, il est pas bon. Il est pas bon pour les gens qui croient venir coloniser l'Europe en plus. Je pose la question des riches musulmans dans le monde et des pays où il y a l'islam qui réussissent bien dans le monde, à part l'Indonésie. C'est peut-être parce qu'ils sont asiatiques. Euh, Est-ce qu'il y a des grandes réussites? Il y a l'Iran, mais là aussi c'est des Perses. Je suis en train de réfléchir. Ouais, la Turquie, mais c'était laïque. À voir. L'Algérie, c'est plus mitigé. La Tunisie, c'était aussi laïque. Le Maroc, c'est aussi un pays très moderne. C'est pas évident. C'est pas évident de réfléchir. Et le Maroc n'est pas multiracial, ou très peu. Donc, ça va être un gros bordel, hein, ce qui nous arrive dessus. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les enfants. Pas mal de questions sur les enfants. Comment préparer les enfants? Euh, je devrais écrire un livre là-dessus, mais en même temps, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, puisque mes enfants grandissent. J'ai 4 enfants de 10 à 2 ans, donc je vois bien la partie des petits-enfants. Alors là, ma réponse, c'est simple, c'est que personnellement, je les stresse pas du tout. Je ne leur parle pas, on les sensibilise à l'écologie, à le fait d'économiser les ressources, de ne pas gaspiller, ce qui est tout à fait en phase avec ce qu'ils entendent à l'école. Donc il n'y a pas de dissonance cognitive. C'est pas encore, ils sont pas dans un monde de secret, genre attention, il va se passer ci, mais il faut pas le dire aux autres parce qu'ils vont croire que. Non, ils vivent leur enfance et les enfants sont, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, hier et aujourd'hui, il y avait des alertes terrorisme à Genève. Bon, il faudra voir si c'est vrai ou si c'est quoi, mais j'ai pas stressé les enfants, particulièrement, eux, ils savent depuis déjà 2 ans que s'ils entendent des coups de feu, ils doivent s'éloigner de l'endroit où il y a des coups de feu et aller se cacher ou aller vers des adultes, etc. On apprend aux enfants dès leur plus jeune âge à faire attention à des choses qui sont beaucoup plus anodines et malheureusement tragiques et plus fréquentes que du terrorisme ou des effondrements économiques, qui sont un peu plus géostratégiques et qui ne sont pas dans la compréhension des enfants. Les attouchements, de ne pas toujours croire ce que disent les gens, d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes, ça ce sont des choses qu'on apprend à tous les enfants. À mon avis, on devrait leur apprendre en tout cas des choses simples, de douter, d'apprendre, de remettre en question y compris ce que disent les adultes, et puis de faire en sorte euh, d'être dans un environnement qui est sûr dans lequel ils peuvent s'épanouir et vivre leur vie d'enfant. Après, petit à petit, on les sensibilise. On les sensibilise, par exemple, lorsque vous êtes dans un environnement où il existe des armes à feu, par exemple, mais ça fait la même chose dans une cuisine avec des couteaux. Euh, Vous démystifiez la chose, donc vous leur montrez ce que c'est, vous leur expliquez que c'est dangereux, vous leur expliquez que ce sont des choses pour les adultes qu'ils n'ont pas à toucher. Et plus tard, à un certain âge, bah, vous allez leur apprendre dans un endroit sûr à utiliser par exemple une arme à feu, ce qui est quelque chose de très courant en Suisse ou aux États-Unis par exemple. Et donc, petit à petit, vous les familiarisez, et mes enfants ne me cassent jamais, me les brisent pas en disant papa, 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 ou alors ils disent à un copain, hey, tu sais, mon papa il a des fusils. Un fusil, non, j'en ai plusieurs. Et bref, il n'y a jamais ce genre de choses. Donc après, le côté, l'attitude mentale par rapport à la maîtrise de son environnement, la capacité à se défendre, tout ça, ça peut se faire par exemple via les arts martiaux. Et c'est quelque chose qu'on peut commencer très jeune, hein, les arts martiaux, ça peut se commencer à 4 ans, à 5 ans.
Et donc, voilà. Et puis, mes enfants sont petits, donc pour l'instant, quand on est à la ferme, pour eux c'est une ferme, c'est la nature, ils peuvent jouer, gambader dehors. Quand on est en ville, eh ben, c'est un autre environnement, ils apprennent à faire attention. Les dealers de drogue en bas de chez moi, ben, voilà, ils sont bizarres, faut pas trop s'approcher. Ma fille l'autre jour m'a dit ils sont bizarres parce qu'ils sont noirs. Moi je dis non, tu vois. Donc je suis assez antiraciste. Je dis à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont bizarres? Elle me dit parce qu'ils sont noirs. Je dis pourquoi tu dis ça? Je dis parce qu'ils sont différents de nous. Je dis oui, c'est vrai, ils sont différents de nous, mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont bizarres? Et, euh, et elle me dit non, c'est parce qu'ils sont là à rien faire toute la journée. Je dis, ah, voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils sont là à rien faire pour la journée? Est-ce que tu penses que... Je dis non, ils vendent de la drogue. Donc elle sait. Et je dis est-ce que la drogue c'est bien? Et elle me dit non, parce qu'après les gens, ils veulent toujours en avoir et ils perdent tout leur argent pour en avoir. Et voilà, elle a compris. Et pourtant, je n'avais rien expliqué. Donc elle a le raisonnement. Et ça, c'est une fille de 8 ans et demi, 9 ans. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc voilà, cette approche de leur apprendre à réfléchir. Et si je leur ai dit une énormité, si je leur ai dit ils sont bizarres parce qu'ils ont les cheveux crépus, et elle aurait insisté là-dedans, genre ils sentent mauvais, ou etc. Elle m'avait fait le coup une fois avec une de ses copines à l'école qui se trouve être d'origine africaine. Elle disait oh, j'en ai marre d'être à côté d'elle, elle sent mauvais, elle sent mauvais, elle sent mauvais. Et j'ai dû, avec tact, lui expliquer bon, si tu n'as pas envie d'être assis à côté d'elle, c'est ton choix de dire j'ai envie de ne pas être assis à côté d'elle. Mais je lui dis aussi que ce serait mal compris et c'est difficile de dire à une de tes copines que toi tu crois qu'elle sent mauvais. Tu peux dire qu'elle sent fort, mais le fait de dire mauvais, c'est une appréciation qualitative. Est-ce que c'est vrai que c'est mauvais ou pas? En tout cas, c'est ton avis, donc tu peux dire elle sent fort, par exemple. Et puis je lui ai expliqué de ma longue expérience de travail en Afrique pourquoi on a une sudorité différente en Europe qu'en Afrique. C'est parce que l'environnement est différent et on a évolué dans des environnements différents. Donc c'est pas une question de qualité, de différence, c'est simplement un fait que les personnes d'origine africaine transpirent plus parce qu'elles doivent évacuer plus d'eau, parce qu'elles sont dans un environnement où c'est un avantage physique d'être comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave, c'est ni. Et donc je dis voilà. Et, et ensuite, comme on vit dans un monde où il faut être sociable les uns les autres, on leur explique qu'est-ce qui est acceptable socialement, mais même entre personnes pareilles. Hein. Moi, j'ai une prof de physique lorsque j'étais à l'école. Putain, on a tous un comme ça hein, dans notre vie, des gens dans notre bureau, avec qui on a bossé ou comme ça, qui fouettent. Bon, c'est toujours délicat d'aller lui dire. Alors, soit on y va de brutal à la Depardieu dans les valseuses, des gens, toi là, tu pues. Bon, soit on le fait direct, soit on essaie d'utiliser le tact en disant voilà, pour Noël, je vous offre du parfum, mais généralement ça marche pas. L'expérience montre que c'est mieux d'aller direct, mais que personne ne le fait parce qu'on est tous dans un carcan de politesse encore. Voilà, c'est comme ça. Bref, je ne vais pas m'éloigner trop dans des connotations de vice en société, mais voilà, les enfants, après l'adolescence, et à quel moment on distille des idées pour déjà désapprendre les conneries qu'ils vont apprendre à l'école, surtout dans le vivre ensemble, toutes ces merdes, euh, toute cette idéologie, c'est de l'idéologie, c'est de la religion. Bien ça, comme le font par exemple les catholiques tradis ou les musulmans, chez eux, ils disent à leurs enfants, j'en connais plein, ils disent à leurs enfants, voilà, on t'a expliqué ça à l'école, mais regarde, nous, dans notre livre, il est écrit que... Ta, 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 ta. Donc ils démontent et ils détricotent le tricotage idéologique qu'on leur fait à l'école. Et je pense qu'on doit tous faire ça, et en ce qui me concerne, plutôt pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Après, ils choisiront s'ils veulent croire qu'en fait, euh, Dieu se balade tout nu dans un traîneau tiré par des elfes et qu'il a passé son message à un monstre dans le ciel qui explique pour... Enfin, ils peuvent croire n'importe quoi à la limite. Mais au moins c'est leur choix et c'est quelque chose de logique. Je serais un peu déçu si c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. J'ai le droit d'être déçu. Peut-être je finirai par écrire un livre sur les enfants, mais simplement allez-y cool, respectez-les, traitez-les comme étant des gens qui ont une intelligence, apprenez à réfléchir avec eux. Euh, je suis devenu beaucoup plus doux avec mes enfants avec les années. Quand il y a peut-être une dizaine d'années, j'étais plus pour la punition corporelle à la prussienne, du genre si tu fais pas ce que je te dis. Et en fait, non, ça j'ai changé. Je pense que il faut être beaucoup plus souple et beaucoup plus dans la discussion, dans le raisonnement. C'est pas facile, surtout quand on a quatre, c'est des furies. Mais voilà, approcher les choses de manière plus soft, plus subtile, plus avec de la discussion, de la logique, du raisonnement. Parce qu'après tout, c'est ça qu'on veut leur apprendre. Donc,
Voilà. Après, on peut, il y a une question en cas de situation d'urgence, voilà, alors ça, oui, on peut commencer très tôt en disant, s'il y a un incendie, s'il y a du feu, voilà ce que tu fais, apprendre à utiliser un téléphone, apprendre à des procédures d'opération standard pour quitter la maison, évacuer, mais on peut pas aller ou en cas où il y a un cambriolage, si tu vois quelqu'un inconnu dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu rejoins tes parents? Etc., etc. S'il y a une agression dans la rue, machin. Tout ça, oui, il faut le faire parce que ce sont des choses qui arrivent et qui malheureusement sont c'est pas particulier à des gens qui se préparent à un avenir difficile. C'est juste normal. Donc voilà, ça ce sont des considérations par rapport aux enfants. Et surtout, ça c'est tout à fait vrai, ne pas les paniquer, ne pas les angoisser, ne pas à table rabâcher. Non, par exemple, on parle, je vous assure, avec mon épouse et mes enfants, on parle jamais d'économie, de, de tout ce que je parle avec vous sur vidéo après vidéo, ou pour ceux qui me suivent sur Facebook, les articles que je partage, jamais on parle de tout ça. On a une vie très heureuse, très basée sur, je sais pas, la nature, la science, qu'est-ce qu'on a appris à l'école, raconter des trucs simples pour les enfants, et on fait des jeux de société, on essaie de lire des livres pas du tout idéologiques, très simples, avec des belles histoires, des trucs gentils. On les stresse pas, on n'a pas de paranoïa par rapport à ouh là là, demain ça va être difficile. On n'a pas d'angoisse. Moi-même, je suis pas du tout un angoissé. Euh, Ça se passe bien. Mais en revanche, je suis strict sur beaucoup de choses, c'est-à-dire sur des attitudes, sur les comportements. Je veux pas qu'ils se comportent d'une manière ou une autre. Parce que je leur explique, hein, et je leur explique par exemple pourquoi un petit garçon ne doit pas pleurer. C'est pas parce que les garçons, on a entendu ces histoires dans les années 70, oui mais les enfants aussi, les garçons aussi doivent pleurer. Putain, quand tu es envahi par un ennemi, si tu pleures, il te tue. Alors que si tu es un bon guerrier et que tu montres que tu es défiant, peut-être qu'il te laisse la vie sauve, dans le cas où il gagne évidemment. Euh, un homme, ça ne pleure pas. Ça pleure dans sa cachette, mais ça pleure pas face aux autres. C'est quoi ces histoires? Je veux dire, franchement, n'importe quoi. Et là, quand je dis ça, mon épouse me dit, mais non, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et je dis, avant de dire c'est n'importe quoi, lis des bouquins d'anthropologie, et femme, écoute ton homme, et c'est tout. Et après, ça baise super bien. Bref, avant de faire des enfants, choisissez bien votre femme, et les femmes, elles aiment les vrais hommes. Parfois, il faut faire des efforts d'être un vrai homme parce qu'on est dans une société de tarlouse. Mais voilà. Ta, ta, ta. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, votre approche et votre vision, oh là là, vision étant très pertinente, mais parfois moins. Haha. Certains de vos posts sont provocateurs, voire orientés, c'est vrai, j'aime bien tester. Vous lancez certaines théories dans le but d'étudier la réaction des gens sur certains sujets, c'est vrai. Bref, de la sociologie, c'est vrai, je fais ça de temps en temps. Petit malin. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un agent d'influence? Ben, avec 14 000 abonnés sur Facebook, ça va pas loin. En tout cas, j'espère que, je suis certain que des gens étudient la réponse à mes provocations pour voir un peu, et je ne serais pas étonné, d'ailleurs je sais que certains ministres en France me connaissent. Euh, et ils ont une approche neutre. Alors je pense qu'officiellement ils ne le diraient pas, mais ils ont une approche neutre dans le sens où ils regardent comme étant un des éléments de la société qui bouge. Mais comme ils savent que je ne suis, moi et les gens qui généralement font des choses un petit peu comme moi, ne sont pas des dangers, au contraire, c'est plutôt des éléments stabilisateurs, c'est pas leur priorité. Mais bon, question suivante. Penses-tu qu'en cas d'effondrement, il peut être préférable de conserver les douilles tirées qui pourraient avoir une valeur de troc, etc., etc., etc. Ouais, pourquoi pas, c'est du métal, mais bon, pour si vous faites du rechargement de vos munitions, oui, bien sûr, ça c'est évident. Et bien sûr que ça vaudra quelque chose dans un troc, mais c'est euh, c'est beaucoup de volume, euh, pas mal de poids, et il faut trouver des gens qui sont prêts à les acheter. Dans Rue Barbare, on explique le troc, on explique ce qui est important. Après, si c'est ça ou les jeter, et que si vous avez de la place pour les stocker, remplissez des sacs poubelles de vos anciennes douilles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Question par rapport à la Suisse, où est-ce qu'on peut mettre sa BAD, etc., etc. Y a-t-il des régions meilleures que l'autre, etc.
La Suisse est un pays qui est à la fois intéressant et pas intéressant pour une base autonome durable, parce que le côté pas intéressant, c'est que c'est un pays très dense, même dans la plupart des montagnes, même là où je suis dans ma montagne, c'est dense, il y a du monde. Je veux dire, j'ai un voisin à 20 mètres de ma ferme, enfin j'ai une autre ferme à 20 mètres de la mienne. Ce qui est en fait bien pour moi, je pense que c'est bien. Parce que souvent, on a mal compris quand j'explique qu'il faut pas quitter les villes. On s'imagine, et peut-être je l'ai mal exprimé dans Survivre vers l'effondrement économique, on s'imagine qu'on est dans un endroit totalement reculé, totalement loin de tout, et on habite tout seul. Ce qui est en fait, d'un point de vue sécuritaire, pas génial, parce que si on pénètre chez vous et que vous êtes tout seul, personne ne vous entendra crier. Alors que si vous êtes des voisins ou si vous êtes dans un petit hameau, ça c'est la position idéale. Euh, donc, en Suisse, ça c'est un désavantage, et à la fois un avantage, mais clairement, nous avons des villes et des régions périphériques, comme beaucoup d'autres grandes villes d'Europe, qui sont extrêmement denses. Donc, nous avons une densité de population énorme, et ça va amener des problèmes gigantesques. La force de la Suisse, c'est dans sa culture, dans son économie, c'est pas tellement son urbanisme. Nous sommes aussi Nasbrock en moins moche que les grandes villes françaises, quoi. Donc, enfin, quand je dis moins moche, c'est les zones périurbaines françaises. Je pense que c'est les plus moches du monde. C'est vrai, avec tous ces trucs, le roi Merlin, toutes ces zones industrielles, zones artisanales, c'est vraiment immonde. Je préfère encore les taudis de Lagos, quoi, que les banlieues de Limoges ou de Ferney-Voltaire. Enfin, bref. Voilà, voilà, voilà. Pétrole, question sur le pétrole. J'y ai déjà répondu dans le passé, mais en gros, la situation est la suivante, c'est que nous avons passé le pic de pétrole conventionnel 2005-2006. Nous sommes en train de passer, et nous le saurons l'année prochaine, si effectivement nous l'avons passé, le pic des pétroles non conventionnels en 2015. Après, ça c'est la production. La demande semble être moins forte que la production, pour des raisons de baisse de l'activité économique globale, notamment chinoise, mais sur beaucoup américaine. Et donc ça fait baisser les prix. Après, est-ce que ces prix ont aussi été baissés par la volonté de grands producteurs de pétrole, notamment les Saoudiens, de heurter justement cette production de pétrole de schiste? Difficile à savoir quand on n'est pas dans les arcanes du, du- du pouvoir pétrolier, des entreprises pétrolières. Moi, j'avais pas mal de contacts à l'époque où j'ai écrit mon livre en 2010-2011. J'avais pas mal de clients chez Saudi Aramco, Kuwait Petroleum, Total et Shell, parce que j'avais vendu en Afrique et au Moyen-Orient à ces entreprises. Donc j'avais pas mal de contacts, des directeurs commerciaux, des directeurs d'exploitation, euh, des géologues spécialisés. Mais ces contacts, avec les années, on les perd, ils ont changé de job ou ils n'ont plus les infos, ils sont plus dedans, donc on est un petit peu dans le flou. Euh, j'ai l'impression que ça craint dans l'industrie du pétrole. J'ai l'impression que en dessous de 40 dollars du pétrole, euh, ils sont pas rentables, et au-dessus de 40 ou 60 dollars le baril du pétrole, l'économie s'arrête. Donc c'est une industrie qui est un petit peu en crise à mon avis. Donc à suivre. Je pense que le schiste a fait pchit, que toute cette industrie, oui, elle existe, elle se fait, mais comme j'avais déjà expliqué plein de fois dans des conférences, à la fin, on n'en parle plus parce que c'était un gros flop, quoi, et que ça amène pas beaucoup de production, et surtout, elle peut pas tenir dans la durée à des prix raisonnables. Et aujourd'hui, ils produisent à perte. Donc l'industrie, en gros, commence à aller très très mal. Mais le pic pétrolier conventionnel, il est passé depuis 2005, depuis 10 ans. Donc là, ça va très très mal. Alors, voilà, voilà, voilà. Et j'ai plein de questions sur qu'est-ce que tu penses d'acheter une maison, etc. J'ai déjà répondu euh, plus tard. Quels ont été les plus gros défauts de l'homme blanc? Tu dirais le socialisme, bien sûr, mais quoi d'autre? Euh, Comment tu as compris progressivement que notre monde touchait probablement à sa fin? Donc ça, j'ai déjà répondu. Voilà. Comment as-tu réagi au début? Effectivement, je pense que j'ai un peu déprimé, et je suis certain d'avoir déprimé entre 2003 et 2005. J'ai dû faire 2 années de dépression nerveuse. Je m'en suis un peu sorti, comme je disais, en ayant des enfants, en ayant épousé ma copine de 2003-2004.
qui est devenue ma femme. Donc, ça m'a permis d'aller de l'avant et de trucs. J'ai aussi vendu mon entreprise en 2005, ce qui m'a permis de dégager un truc avec des responsabilités, parce que j'avais 16 employés. C'est une grande responsabilité de tous les mois payer. Bah, c'est non seulement une responsabilité, mais en plus c'est flippant. Tu dois sortir, je devais sortir, 100 000 euros cash pour payer même plus, 150 000 euros cash tous les mois de rentrée pour pouvoir payer les employés. Donc c'est une responsabilité, c'est angoissant. Là, c'est du vrai stress. Le stress du petit patron, c'est dur. Donc, j'avais vendu ma boîte en 2005, donc ça allait mieux. Donc, ouais, ça a été une période de déprime. Il y a un moment, on se dit, mais putain, tout, non, le futur, et bon, c'est comme ça. Alors, le défaut de l'homme blanc, c'est à la fois, comme toute chose, chaque ethnie, chaque culture développe des défauts, des qualités, des avantages qui sont liés à un petit peu leur histoire, mais surtout leur développement anthropologique. Et de manière générale, l'homme blanc, le caucasien, c'est-à-dire l'habitant du l'ouest de l'Asie centrale et de l'Europe et du nord de la Méditerranée, et par extension, bien que les cultures aient quand même changé énormément, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Inde, la plupart des Indiens sont blancs, sont des blancs à la peau foncée. Génétiquement, ils sont blancs. Euh, vous savez que dans la génétique, on n'est pas sûr exactement d'où on sort, mais la grande théorie, c'est qu'on sort d'Afrique. Puis il y a eu les populations humaines, en continuant à se mélanger, se sont réparties à travers le monde. Et il y a 60 000 ans, il y a eu un gros cataclysme, l'éruption du mont Toba, qui a amené une couverture, donc une baisse de la température, la mort de beaucoup d'animaux, surtout la mort de beaucoup de végétaux, et donc l'incapacité de ces communautés européennes, humaines à travers le monde de s'en sortir. Et quand c'est reparti, la population humaine avait fortement réduit. Probablement, on pense que c'est moins de 100 000 personnes sur le monde. Et que donc, à cette époque, ça a d'ailleurs lancé une ère glaciaire, et donc les Européens qui se sont retrouvés en Europe avec une dérive génétique qui est connue sous celle des Néandertals et d'autres souches qui sont ensuite plus tard mélangées sont devenues une ethnie, proche génétiquement d'ailleurs de l'ethnie des races, si on veut, asiatiques, chinois et ensuite japonais, etc., dont viennent les Amérindiens qui sont, il y a 40 000 ans à peu près, passés en Amérique par le détroit de Bering, l'Alaska, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. C'est pour ça que même les, par exemple les Indiens d'Amérique qui sont arrivés en Amazonie, sous l'équateur, ils n'ont pas eu le temps de noircir par adaptation épigénétique et de devenir comme des Africains, avec une peau très foncée. Parce que c'est une adaptation au climat, etc. De la même manière que les Blancs, avec des yeux clairs, des cheveux blonds et clairs, etc., c'est une adaptation au climat du Nord. Et c'est génial. Encore une fois, moi j'adore cette diversité de l'espèce humaine. Et que les différentes races, pour moi, les races sont pas, il n'y a pas de race supérieure, inférieure, c'est que ce sont des adaptations à leur climat. Après, si on bouge les gens à droite et à gauche, bah, c'est sûr que ça va amener des problèmes, parce qu'on va amener un Africain en Finlande, il va crever, on va amener un Blanc au Congo, il va se choper le cancer de la peau, et c'est pas bon. Et il va devoir se mélanger, le Blanc en Afrique, s'il veut que ses enfants survivent, il va devoir se mélanger avec des Africains pour que les enfants se métissent de plus en plus, et à la fin ils deviennent noirs, et de la même manière qu'un Noir qui arrive en Europe, s'il veut que ses enfants survivent, il a intérêt à faire des enfants avec des Blancs pour que les enfants soient métissés de plus en plus blancs, parce que si à la fin il y a des Noirs en Europe, ils vont tous crever par déficit de vitamine D et puis non-adaptation au climat. C'est pas bien, pas bien, c'est comme ça. Réfléchissez hein, où vous habitez aussi en fonction de ces choses-là. Donc le défaut des Blancs, c'est que, je vais faire ça rapidement, c'est que pendant des dizaines de milliers d'années, l'hiver froid fait que, vous avez en gros 6 mois dans l'année, de mai à novembre, pour vite, vite, vite cultiver, enfin, trouver de la nourriture, la conserver, la stocker pour l'hiver, fabriquer un abri, stocker du bois pour vous chauffer, faute de quoi, vous et votre famille, vous êtes morts. L'obsession de l'Européen, enfin, donc les paresseux et les peu prévoyants, ils ont été éliminés jusqu'au XXe siècle. Maintenant, c'est nouveau, il y en a plein. Mais pendant pratiquement 40 000 ans, tous les Européens sont des gens prévoyants et des gens angoissés par le futur. C'est-à-dire, demain, l'hiver arrive. Donc, vite, 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 préparez, préparez. C'est des survivalistes, mais angoissés, quoi.
Prenez par exemple l'Afrique en général. On ne va pas généraliser, c'est un continent gigantesque. Mais l'Africain n'a pas ce problème d'angoisse parce que la nourriture, elle est beaucoup plus présente. Et c'est normal, c'est l'équateur, il y a beaucoup plus de pluie, régulièrement, il fait plus chaud, beaucoup plus de variantes biologiques dans la nourriture et dans les fruits et dans les plantes, etc. Donc la nourriture est moins stress, donc on a moins besoin de penser à l'avenir. Moins, c'est pas encore une fois, c'est la même espèce. Il y a pas donc les stratégies reproductives de l'homme blanc, et par rapport à l'homme africain, à l'homme noir, euh, pendant 40 000 ans, aujourd'hui, évidemment, c'est plus censé être la même chose, bien qu'il y ait encore des restes de ça. Mais l'homme blanc, il se dit, si je fais 12 gamins, comment je fais pour les faire survivre l'hiver? Si j'en fais 6 et qu'il y en a que 3 qui survivent, c'est à peu près le ratio. 50% c'est la mortalité enfantine la médecine moderne. Partout dans le monde, à peu près, 50%. Donc, si je fais 6 enfants et qu'il y en a 3 qui survivent, je vais me concentrer sur leur éducation. Donc, on appelle une stratégie K. Donc, il y a une stratégie R, c'est les amibes, les souris. La stratégie K, c'est les mammifères supérieurs, les humains. Et dans les humains, on a tendance à être très très K chez les gens du Nord, parce qu'on a cette angoisse, donc on fait peu d'enfants et on va leur donner extrêmement de soins parce qu'on sait que c'est un environnement difficile et ce qui nous tue, c'est la fainéantise et l'incompétence. Donc les Européens, et c'est pour ça qu'on a des quotients intellectuels très élevés en Europe, les Asiatiques c'est encore plus fort. C'est parce que pendant longtemps, on a été sélectionnés pour être des gens prévoyants. Donc le quotient intellectuel, il ne mesure pas l'intelligence, il mesure la capacité de se projeter dans l'avenir, donc d'avoir de l'abstraction, donc les vecteurs, la vitesse, l'innovation, envoyer les gens dans l'espace. C'est un hasard, c'est parce que ça marchait dans cet environnement-là. Je prends l'exemple de l'Africain que j'aime bien. Hein. Eux vont se dire, si je fais 12 gamins, il y en a 12, il y en a 6 qui survivent. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont mourir? C'est une mauvaise piqûre de moustique ou un serpent? C'est le hasard. Que le mec soit prévoyant, angoissé, qu'il réfléchisse à l'avenir, super ou pas, bah, s'il marche sur le mauvais serpent ou le mauvais jour, il est mort. Donc c'est un peu plus lié au hasard, c'est pas lié au climat et c'est pas lié au. C'est putain, t'es allé nager dans la mare au crocodile, pas de bol quoi. Alors, il y a un peu, donc encore une fois, on est tous humains. Donc il y a aussi ce côté, le mec qui est con, qui va nager là où il y a les crocodiles, bah, il meurt. Donc il y a bien sûr cette approche très similaire. Mais, mais l'angoisse du futur, elle est plus chez les Asiatiques et chez les Blancs, les gens du Nord, dans le froid. Les gens du Sud sont un peu plus nonchalants par rapport à ça et angoissent moins et donc peut-être développent plus des compétences liées au fait de profiter de la vie. La danse, la musique, etc. Voilà. Frédéric Delavie, avec qui j'ai des discussions passionnantes sur ces sujets, il développe ça vraiment en longueur. Je vous encourage à voir ces vidéos. Et donc c'est fascinant parce qu'on peut voir justement ces différences et donc ces différences nous permettent euh, d'apprécier cette diversité. Et donc le problème de l'homme blanc, c'est que parce qu'il est angoissé, il aura aussi tendance à se dire, projetez-vous pendant plusieurs milliers d'années d'évolution avec cette problématique, c'est que le jour où il y a une autre tribu qui s'approche, il sait que les ressources sont rares, il se dit, oulala, maintenant il y a des mecs qui sont proches de moi. Peu importe qui c'est, hein, c'est pas une question de race, c'est, putain, il y a des... Les Français sont à côté des Allemands. L'Allemand, il se dit, ah, Lebensraum, où est-ce que je vais pouvoir m'étendre? Et on commence à devenir méfiant du voisin. Et on commence à se dire, tu vois, culture chrétienne ou pas, rien à foutre, on va se préparer. On va se préparer à s'armer. Le mec en face, il se dit, ah putain, les mecs, ils se préparent. Nous aussi, on va se préparer, on va s'armer. Et donc, il y a ce côté agressif et de guerre préventive qui ne viendrait pas à l'esprit Je veux dire, par exemple, prenez l'exemple, les tribus africaines ne se diraient pas, on va attaquer l'autre tribu au cas où ils s'arment contre nous. Non, on va attaquer l'autre tribu parce que c'est la tradition que, je sais pas, les pastoralistes attaquent toujours les sédentaires, quoi. Mais c'est pas une question de méfiance, de me projeter dans l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça très respectueusement, hein. Je ne me prenez pas, je fais c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et donc ça, c'est un défaut de l'homme blanc, c'est-à-dire qu'il a cette tendance à être un peu parano et à se préparer parce qu'il a cette capacité à se projeter, machin, tout ça. Les Asiatiques aussi, mais ils l'appliquent pas comme nous. Oui, les Asiatiques, ils inventent la poudre, nous, on invente le fusil.
Les Asiatiques, ils inventent plein de trucs extrêmement brillants, ils ont des technologies bien plus avancées que les Européens, bien plus avancées que nous. Il y a des milliers d'années, ils savaient faire des choses que nous, on a à peine commencé à apprendre il y a quelques centaines d'années, mais nous, on les applique de manière beaucoup plus... alors il suffit que parmi nous, il y ait des gens qui nous manipulent et qui nous envoient à la conquête du monde entier, mais on le fait, on l'a fait. C'est une erreur. Il fallait rester chez soi. Bref, c'était la question sur... lisez le livre de Drac, La question raciale. Très intéressant. Il ne traite pas de ce sujet, mais il le complète. Continuons les questions. Euh, toujours sur les enfants. Question, pourquoi en faire quatre lorsque le monde sera chaotique, si c'est une source d'espoir, à quoi elles peuvent servir, etc. Alors, je pense que les enfants, c'est une nécessité biologique, en tout cas pour 95% des gens. Je crois que statistiquement, il n'y a que 5% des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas d'enfants, mais ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants, je parle des femmes. Parce que les hommes peuvent pas se retenir, ils font avec le maximum possible. Mais enfin, l'instinct est quand même là pour la plupart des gens. Et donc, le- le- les enfants sont fondamentaux et c'est l'avenir et c'est pour eux que l'on fait. Franchement, moi je le dis toujours, hein, si j'avais pas d'enfants, j'aurais peut-être continué à déprimer, j'aurais certainement pas fait le genre de préparation, ou alors infiniment moindre, et puis j'aurais passé mon temps à essayer de gagner du fric et de le dépenser en faisant des partous avec DSK, quoi. Enfin, pas avec que lui, mais lui et ses copines, et ses nombreuses copines. Non, mais sérieusement, je veux dire, pourquoi perdre du temps à... Je serais encore plus hédoniste que je ne le suis. Donc voilà. Et que pense ma compagne de tout ça? Eh bien, enfin, mon épouse. euh, ben, en tout cas, je dis une chose. Alors, je vais pas parler parce qu'elle n'aime pas que je parle d'elle, elle n'aime pas qu'on divulgue notre vie privée, mais elle est beaucoup plus à gauche que moi. Elle est limite antifa, hein. Donc c'est assez rigolo comme combinaison. Et bon, elle se soigne avec les années, avec ma présence. Mais de toute façon, elle apprécie énormément la vie à la ferme. Pour elle, pour les enfants, la qualité de vie. Et merde, nous avons décidé d'y vivre à plein temps dans quelques années, dans quelques mois en fait. Donc c'est un processus qui se fait toujours pour dire qu'il ne faut pas changer nécessairement brutalement. On peut faire les choses petit à petit. Et donc ça se passe bien. Moi je pense que ma qualité de vie, notre qualité de vie, euh, s'est améliorée. Après, elle fait aussi beaucoup de choses que je ne fais pas. Elle est bien meilleure que moi dans le potager, par exemple. Elle s'occupe plus des enfants aussi, et d'une certaine logistique qui va avec les enfants. Et moi, je m'occupe plus d'autres choses, donc les poubelles. Et tout ça, quoi. Donc, c'est un travail d'équipe. Et il faudra que je vous fasse une vidéo un jour sur comment choisir son épouse ou son époux. Ça va être plus difficile la deuxième partie. Mais comment choisir quelqu'un d'intéressant avec qui monter ce sujet? Notamment beaucoup de jeunes qui me disent, voilà, le seul moyen de rencontrer les gonzesses, c'est d'aller en boîte de nuit et tout. J'ai connu ça, je connais exactement le problème. Euh, voilà. Autre question qui est liée à celle-là, mes amis, comment ils me perçoivent? Bah, au début, ils ne m'avaient pas suivi, à part certains qui étaient dans le projet à la base. Et puis petit à petit, oui, beaucoup de gens ont compris, beaucoup d'amis, certains ont acheté des fermes ou ont investi dans des fermes pas très loin de la mienne. Et donc, il y a même des amis de quand j'étais jeune. Donc vraiment, on commence à avoir une équipe, on commence à avoir un réseau, il commence à avoir des gens. Alors on n'est pas voisins, on est à quelques kilomètres, mais ce réseau se densifie. J'ai le projet j'ai plein de projets dans la vallée où j'habite pour essayer de faire venir monter des entreprises, acheter des logements pour faire venir des gens valables qui n'ont peut-être pas les sous, mais qui ont les compétences que je voudrais avoir proche de moi. Donc voilà, il faudra que je repeuple cette vallée de gens carrés euh, et même des Français, hein, c'est pas grave. Alors j'ai une question ici sur les travailleurs frontaliers en Suisse. Mais moi je suis ouvert, c'est-à-dire tant qu'il y a du travail, vous pouvez venir de où vous voulez dans le monde pour travailler. Le jour où il n'y a plus de travail, il faut repartir. Et à moins que vous ayez
de la propriété et que vous avez investi localement. Euh, la question était, est-ce que vous pensez que l'UDC, qui est le premier parti en Suisse, ferait des mesures contre les frontaliers? Je crois pas. Je crois pas que c'est un parti qui est frontaliérophobe ni xénophobe. En réalité, c'est simplement un parti qui défend la Suisse et la souveraineté suisse. Après, il y a du travail encore en Suisse, donc euh, quand ce sera plus difficile, on verra. Mais pour l'instant, moi, je suis totalement ouvert sur l'idée. Les gens de bonne volonté qui travaillent, quelles que soient leurs origines, c'est bien. Je pense que c'est l'État social, encore une fois, qui détruit tout. L'État social crée le parasitisme, crée la dépendance, crée l'esclavage. La gauche, c'est l'esclavage. L'État social, c'est l'esclavage. Vraiment, réfléchissez 2 secondes, quoi. Donc oui, mes amis, et notamment des amis nouveaux que j'ai découverts, c'est vrai que l'on me pose la question, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Ouais, souvent, dans les avions, dans les voyages, etc. L'autre jour, je me suis assis dans un train et le type se lève et me dit, bah, moi, je dis, j'ai quelque chose, j'ai une blessure. Il dit, non, non, mais je vous connais. Ah bon. Voilà, ça arrive, c'est pas grave, et ça se passe bien, souvent des discussions intéressantes, et les gens sont toujours très gentils. Ça fait très très longtemps que j'ai eu des gens hostiles. Alors c'est vrai que sur Internet, l'insulte, le troll, maintenant c'est fini, je vire. Ça me prend un petit peu de temps, mais au moins ça énerve pas et ça énerve pas les autres. Nous sommes là pour collaborer, pas pour nous énerver. Donc les gens énervants, on les vire. Euh, voilà, alors la question qui vient ensuite, c'est comment on va reconstruire après? Ça, c'est une longue question qui est liée à peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est à nous de réfléchir au monde qu'on veut vouloir, qu'on veut construire, et certainement de ne pas reproduire les erreurs du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va être du cadre du personnel. Je ne peux pas vous dire, moi je vous ai dit, je suis un libertarien, donc j'aime la liberté, j'aime la souveraineté, j'aime l'autodétermination, j'aime le droit. Pour moi, les droits fondamentaux sont le droit à la vie, le droit à la poursuite du bonheur, donc la tentative d'avoir du bonheur, et le droit à la propriété. Le reste, démerde-toi. C'est des privilèges si t'en as, mais c'est mauvais les privilèges. Donc soyons libres, soyons unis entre hommes et femmes libres et droits et forts, quoi. Et respectueux des cultures, chacune chez elle, avec un peu d'échange, encore une fois. Il n'y a aucune place pour moi. Après, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, moi je ne suis pas contre le racisme. Je pense que c'est quelque chose qui arrive, qui est normal. Je pense que c'est non constructif. Mais ça ne devrait pas être un délit. Alors ensuite, le crime l'est. Mais le fait de dire j'aime pas des gens différents que moi, ben, c'est normal. C'est cette idée de rendre ça délictuel ou c'est juste normal. Allez en Afrique, vous allez voir un petit peu le racisme entre les Noirs. Ah, t'es pas de mon ethnie, t'es pas. Toi, tu reconnais. Je dis, mais vous êtes tous noirs. Et les mecs ils disent quoi, tu m'insultes? Lui, il est pas comme moi. Et ça. Ouais, c'est pareil en Europe. Quand j'étais gamin, les Italiens du Nord et les Italiens du Sud, dans les années 70, c'était encore quelque chose. Alors, imaginons avant. Aujourd'hui, non. Donc petit à petit, on peut s'entendre. Et c'est bien. Et je pense qu'à long terme, l'humanité, elle a vraiment une vocation à aller plus loin et évoluer. Mais on est encore trop immature, vraiment. Donc je suis un peu New Age sur ce point-là, sur uniquement ce point-là. Mais dans l'ensemble, on a mieux à faire que de. Mais voilà, on s'est mis dans une situation de toute façon où on peut discuter longtemps, ça va être de toute façon le bordel. Donc autant se préparer truc. Mais sachez que moi je suis vraiment sincèrement ouvert. Donc je sais que souvent je suis critiqué par des gens qui sont vraiment ultra racistes, mais je vous en veux pas c'est pas grave que vous soyez raciste, moi ça me dérange pas. Mais moi je veux l'ethno-différentialisme et une forme de séparation, pas de droit, pas de la loi, mais parce que c'est comme ça que ça marche. Et petit à petit, on collabore et on se respecte. Mais le côté où tout le monde doit être pareil, je déteste ça. Ta, ta, ta. Alors, de nouveau sur les enfants, j'ai répondu. Euh, Merci pour les immenses encouragements que j'ai reçus pour me dire que non, non, vous souhaitez que je continue à faire des vidéos, etc. etc. Question sur les blindés. Et si tu achetais un blindé à 8 roues style OT64, c'est un modèle tchèque, pour remplacer votre Vito. On avait parlé avec Victor Vitualis du Bug Out Tank, du bot, le 1er avril 2013, je crois.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer dans l'aspect non plus. Déjà, allez vous former au tir avec votre pistolet, avec votre fusil et votre fusil d'assaut, si c'est légal dans votre pays, avant de réfléchir aux voitures blindées. Franchement, on n'est pas dans Mad Max, quoi, et on sera probablement pas dans Mad Max. Et avant que vous appreniez, que vous investissiez dans un véhicule blindé, que vous appreniez à le conduire correctement, etc., euh, je veux dire, un mec en face avec un cocktail Molotov, il vous le crame. Donc, il faut bien réfléchir à l'investissement et aux choses qui font du sens. Donc, restez simple. Euh, alors, je termine à l'instant, nous sommes le 11. Alors, on me pose la question, y a-t-il un livre qui explique comment tisser et entretenir du lien social? Alors, je viens de terminer une interview d'un Américain qui s'appelle Chris Martenson, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et son livre, son dernier livre, qui s'appelle Prosper, je ne l'ai pas encore lu, a l'air d'être intéressant. J'espère que je pourrai convaincre mon éditeur de le prendre en français, on verra. Euh, alors, alors peut-être. Ah tiens, j'ai une question que j'avais copiée à double. Quelle place donnes-tu au vélo en cas d'effondrement de la normalité? Une place énorme. Donc ça, c'est quelque chose. Je vais interviewer un type super qui a un magasin de vélo pas loin d'où j'habite bientôt et on va essayer de faire un petit topo sur le vélo. Je pense que c'est un sujet très important, très intéressant. Il y a plein de choses à dire et en même temps c'est simple et c'est accessible à tout le monde, donc c'est chouette. Quelle éducation historique donnes-tu à tes enfants? Conseils de lecture. Ah, ça aussi, il faut que je vous fasse une vidéo sur les enfants, sur les conseils de lecture. Par exemple, ça plaira à ceux d'entre vous qui sont catholiques, des livres que je lis à mes enfants. Alors, je leur lis toutes les histoires de mythologie grecque, donc tout ce qui est lié à l'histoire des fondamentaux européens, mais je leur parle aussi des histoires des autres pays, sans les dénigrer, sans les admirer particulièrement, mais simplement pour donner un contexte global et leur partager les sagesses et les histoires de tous les pays. Je suis un vrai, de ce côté-là, je suis un vrai mec ouvert sur le monde, d'ailleurs, mais sur plein de côtés. Euh, le, Par exemple, donc je disais, les catholiques vont apprécier, par exemple, la série des bandes dessinées pour enfants qui s'appelle Lupio, qui sont basées autour de la vie de Saint François d'Assise, donc en Ombrie, en Italie. Cette série de BD est géniale. Mais il y en a plein d'autres. Et il faut vraiment faire attention. Tout ça pour dire qu'il faut faire vraiment très attention. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de ma famille ou ailleurs qui offre des bouquins à mes enfants, je les lis avant, je regarde ce que c'est. Parce que parfois, il y a des choses que j'élimine, quoi. Et donc il faut être très attentif à ce que les enfants regardent, et surtout dans l'électronique et le virtuel. Donc moi, ils ont droit, par exemple, ils ont droit à leurs 2 heures par semaine, tous ensemble, une fois, euh, d'accéder à une tablette et sur laquelle de plus en plus ils vont, via YouTube, voir des vidéos. Donc je surveille un peu de près. Alors là, en ce moment, par exemple, ils regardent pas mal Pokémon. Bon, ça va, c'est pas encore. Mais je dois surveiller parce que bientôt ils vont aller sur Best Gore et voir des décapitations et des trucs. Donc il faut que je fasse. Mais ou voir pire, ou voir Conchita Wurst, quoi. Enfin des trucs, des horreurs, de la femme. Enfin, il faut contextualité. C'est très bien de voir Conchita Wurst, mais il faut contextualité. Il faut se rendre compte que ça fait partie d'un programme de destruction de l'Europe. Il faut comprendre ça. Et on ne peut pas expliquer ça à un gamin de 10 ans. C'est pas possible. Encore une fois, s'adapter à leur âge et s'adapter aux choses. Il y a pas mal de questions sur l'or. J'ai déjà fait des vidéos. J'ai interviewé Peter Schiff récemment. Et quant aux magasins qui peuvent échanger de l'argent contre de l'or, acheter de l'or, j'irai dans une banque, si possible. Moi, je vous conseille de venir en Suisse parce que c'est anonyme jusqu'à 15 000 euros par jour. Donc c'est toujours bien de faire les choses anonymes, sortir de l'argent de la prédation des doigts griffus de l'État. Euh, mais ensuite, vendre vos bijoux contre du cash, non, moi je pense qu'il faut les garder, ça fera de la monnaie d'échange au cas où, et c'est pas mal. Euh, alors, 10 livres qu'il faut lire absolument. 100 000 livres à lire absolument, il y en a tellement. Lisez la littérature
anglo-américaine du XXe siècle, lisez la littérature italienne du XXe siècle, lisez la littérature du XIXe siècle, Balzac, la littérature française du XIXe siècle, elle est juste spectaculaire, c'est une littérature incroyable. Balzac, Proust, début du XXe siècle en France, c'est pas mal. Après, on sent qu'il y a c'est de la décadence déjà. Je veux dire, comment ils s'appellent les mecs d'après-guerre, quoi. Euh, Sartre, etc. C'est déjà de la merde. Mais avant, il y a des trucs vraiment intéressants. Récemment, Houellebecq est bon. Hein. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il. Surtout ses premiers, ils sont vraiment bien. Euh, Vraiment, vraiment, il y en a des bons. Mais ça, je parle de littérature, de romans, etc. L'essai est variable, il y a des bons. Mais vraiment, ne sous-estimez pas la littérature russe, la littérature plutôt américaine. Ils sont très très bons. C'est une telle masse, et donc là-dedans, il y a tellement de gens qui ont des cerveaux incroyables, sur 300 millions d'habitants. Souvent, on se moque des Américains, mais dans le lot, il y a des gens extraordinaires. Et dans la littérature, ils ont fait des trucs du XXe siècle, c'est juste extraordinaire. Donc, les films, c'est pareil. Et donc vraiment, le truc, c'est pas mal. Euh, alors, ensuite, on pose une question. Tu vois, ça, c'est une question que j'ai souvent. Alors, ça, je vais en répondre une en live. On me dit, voilà, je me prépare, patati patata, il me manque du terrain. J'habite dans un bord de mer, dans une ville de 30 000 habitants de la Côte d'Azur. Euh, J'attends d'accumuler de l'argent pour acheter quelque chose de vraiment bien, ou je profite de prendre un petit terrain euh, où je peux mettre un dispositif de fortune, etc., etc. Euh, je pense que oui, je pense que il ne faut pas s'imaginer d'acheter nécessairement, d'abord, pas toujours nécessairement acheter, on peut aussi vivre aux locations avec des échanges. Il y a de plus en plus de modes de paiement non financiers qui se font aujourd'hui avec des échanges de bons procédés. Il y a énormément de gens qui sont très heureux d'avoir des jeunes qui viennent vivre dans leur maison avec eux, qui sont vieux, etc. parce que simplement ils veulent avoir de la compagnie. Il y a beaucoup de fermiers qui sont seuls, qui ont des grandes bâtisses, qui ne savent pas quoi en faire, qui sont prêts à avoir des jeunes pour des loyers ridicules et qui en plus peuvent travailler dans l'affaire. Enfin, il y a énormément de cas où il y a des arrangements à faire. Il faut juste oser le faire, il faut juste essayer, etc. Parfois, il y a des gens qui prennent un petit terrain, qui montent un truc d'urgence, et en attendant, ça peut être une zone peut-être de sécurité, etc. Alors, c'est un peu faire attention de ne pas aller dans le trip camping bushcraft, parce qu'à mon avis, c'est pas durable, à moins d'être un Sioux. Mais comme il n'y en a pas beaucoup des Sioux parmi vous, ne mentez pas, vous n'êtes pas nombreux, je le sais, qui pouvaient vivre longtemps dans la forêt. Voilà, toute la civilisation va vers le confort. Donc, bon. Donc, si c'est un truc d'urgence, ça peut être un terrain, peut être une solution temporaire. Voilà, on arrive au bout des questions, il y en a encore deux ou trois. Euh, Question, c'est je serais intéressé d'avoir votre point de vue sur la meilleure façon de créer une sorte de réseau avec des gens. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui vient souvent. Comment est-ce qu'on peut se mettre en réseau? C'est du travail de jour le jour. C'est illusoire de mettre une annonce sur Internet ou d'aller sur des forums et de dire salut, qui veut bien venir avec moi. Alors, vous allez avoir tout et n'importe quoi. C'est pas, ça va pas. Puis en plus, à la fin, vous allez quand même rencontrer et trier des gens euh, sur le terrain. À mon avis, la meilleure solution, c'est vous avez votre famille, vous avez des amis d'enfance si possible ou des amis très proches, et ensuite vous avez vos voisins. Des gens qui pensent comme vous à 3000 km de chez vous, c'est intéressant pour papoter, c'est intéressant pour échanger des idées, mais ce pas les gens avec qui vous allez vraiment pouvoir vous entraider. Alors je sais qu'il y a cette idée de réseau de base autonome durable, mais de manière concrète, c'est les gens à 5, 10, 15 km de chez vous qui comptent. Euh, D'abord dans votre interaction quotidienne, et puis en cas de crise pour vous aider et s'entraider. La réalité, c'est ça, c'est votre quartier, votre immeuble, votre village, les gens à 10-15 km maximum si vous êtes à la campagne ou dans une vallée. Donc ce travail se fait au jour le jour, quotidiennement, en développant justement de l'empathie, j'ai pris quelques notes du temps avec eux, des connexions, du commerce, des cadeaux, le don la réciprocité de ce don. Ça sont des éléments très importants auxquels, ouais, là, je dois dire que les communautés traditionnelles des années
qui ont été développées dans les années 60-70, elles ont été pionnières là-dedans, parfois par excès idéologique, mais il y a des choses intéressantes. Allez voir tous les gens qui font de la permaculture, qui font, mais même en général, les agriculteurs, les paysans, les éleveurs, c'est des gens qui sont euh, riches d'informations, de connaissances autour de vous. Donc allez les voir, allez discuter. Amenez-leur une bouteille de pinard, amenez-leur un truc, on échange, dire ah, je voulais vous rencontrer, est-ce qu'on peut se voir? Parce qu'on est voisins, on aimerait bien voir comment ça marche votre métier. Tenez, je vous ai apporté une bouteille. C'est pas un paiement, c'est un don, et lui il va se dire ah ouais, c'est des jeunes ou c'est des pas moins jeunes, ils sont intéressés à ce que je fais, c'est intéressant. Petit à petit, vous créez des trucs. Mais encore une fois, votre famille, alors je sais, vous me dites ouais, ma famille elle s'en fout. Eh ben, alors tes amis, ah mais mes amis ils s'en foutent, bah tu te fais des nouveaux amis. C'est un travail créatif, long, plaisant d'ailleurs, parfois avec des petites frustrations, mais en général ça se passe bien. Donc voilà, donc c'est un effort à faire et je pense que c'est très 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 important. Alors voilà, dernière question. Quel comportement devra-t-on avoir avec ceux qui ne se préparent pas? Tu sais, ceux qui ont la science infuse, éduqués par les médias, qui alimentent les masses en informations lissées, faussées, édulcorées, détournées, j'en passe. Ces derniers pensent que la dette va s'évaporer comme par magie, que les migrants qui affluent en masse vont se fondre dans le paysage sans conséquence, que les tensions communautaires vont disparaître, etc. Euh, et toi, Pierrot, ceux qui te prennent de haut autour de chez toi, il n'y en a pas. C'est fini. Je fais 1,85 m pour 110 kilos, 115 kilos peut-être. Je triche un peu. Mais il n'y a personne qui me prend de haut. Alors ensuite, le mépris de certains. Vous savez, les journalistes, je les trouve de plus en plus sympas avec moi. Et pas seulement dans leur approche, mais aussi dans ce qu'ils écrivent. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement étonnant. Donc quoi faire? Ça dépend. Ça dépend du scénario, ça dépend des choses. Moi, je vais vous dire de gens que je connais. Il y a des gens qui sont en train de faire des listes et qui se disent ah, ah, le jour où ça va être viandé, tel politicien, tel industriel, tel mec, je vais me les faire. Moi, je pense qu'on a mieux à faire. Moi, je pense qu'on a toute une approche constructive, de préparation pour nous-mêmes. Après, les réfugiés, ça existe. Et moi, je n'ai jamais été très empathique des gens. Je suis déjà pas très empathique avec mes propres enfants quand ils ont mal. Quand mon gosse se dit ah, je me suis fait mal et tout, je dis bah, ce n'est qu'une information, la douleur. Donc maintenant, tu te reprends et tu ne fous pas la honte à pleurnicher et à avoir mal. Enfin, tu te tiens droit et c'est tout. Je veux dire, tant que tu n'as pas les tripes à l'air, je ne veux pas entendre un gémissement. Mais ça, c'est moi. Après, donc l'empathie envers des mecs, si en plus c'est des mecs qui faisaient les kékés avant, ça dépend du scénario. Si c'est un scénario simplement de mauvaise crise économique et que bah, je vais leur vendre des trucs. Si en revanche ça devient un peu plus violent, ils n'arriveront pas jusqu'à chez moi. Il faut qu'on les bloque avant. Et j'ai fait récemment des vidéos sur les mythes des hordes de gens qui quittent les villes et qui se déversent dans les campagnes et les montagnes. Je, Historiquement, c'est pas ce qui arrive. Historiquement, ce sont des gens qui s'auto-tuent entre eux, qui se pillent, voilà, les réfugiés dans les camps, par exemple en Afrique, Darfour et d'autres endroits, euh, ils vont pas piller des villages, ils sont stockés, gérés, réduits, 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 réduits. Et dans le meilleur des cas, ils sont nourris par des organisations internationales si elles ne sont pas euh, sélection naturelle, quoi. Après, moi je suis un fervent croyant, attention à ce que je veux dire, non, je crois à la non-initiation de la violence, c'est-à-dire que justement, c'est un des défauts de ce que je parlais tout à l'heure de l'homme blanc, un des défauts c'est la guerre préventive. Je ne crois pas à la guerre préventive. On se prépare à la guerre, mais on n'attaque pas l'ennemi avant qu'il nous attaque en croyant qu'il va nous attaquer. On ne commence pas la violence. D'ailleurs, dans la loi aujourd'hui, si vous traversez la rue, vous voyez un type qui vous regarde bizarrement, vous ne pouvez pas sortir votre flingue et l'abattre en disant je suis sûr qu'il allait me planter un couteau. Là, vous êtes un meurtrier, vous n'êtes pas en légitime défense. Vous voyez. Donc, lorsque des nations s'attaquent à d'autres, lorsque des groupes de personnes ou des individus s'attaquent à d'autres, avant que
la menace se réalise, avant qu'une violence soit initiée par l'autre, je crois qu'on est en tort. Et il est important de ne pas être en tort. Donc je ne me permettrai jamais de commencer de la violence sur des gens innocents, quand bien même ce seraient des connards, et certainement qui n'ont pas commencé avec de la violence avec moi. Après, dans l'exemple de la rue, si vous vous baladez, le type qui vous regardait méchamment, il commence à s'approcher de vous et il sort son couteau, là vous l'abattez. Ah ouais, mais vous a pas encore planté avec le couteau. Non, non, mais l'intention est claire. Quand on sort un couteau et qu'on vient vers vous menacement, vous êtes menacé, la violence a déjà commencé. Donc, un pays qui amasse ses troupes à votre frontière est clairement dans un dispositif d'attaque. Là, vous pouvez éventuellement vous préparer et riposter de manière préventive. Mais ce sont des cas spécifiques, rares. Donc clairement, si je vois un attroupement de réfugiés qui commence à prendre des baramines, des battes de baseball euh, et qui s'approche de chez moi, c'est là où la mitrailleuse lourde prend toute son utilité. Mais nous sommes dans des hypothèses où la loi n'existe plus, nous sommes dans des hypothèses malheureusement voilà, qu'on espère ne jamais avoir à venir. Et bien que je n'ai aucune empathie pour les gens, je ne souhaite pas le mal des gens. Je m'en fous simplement. C'est-à-dire que moi, si vous me dites qu'une arme nucléaire tactique a été lâchée sur le camp de migrants de Calais, je me dis juste ça fait cher. Mais c'est tout. Je n'ai pas d'empathie, je m'en fous complètement. Mais je ne suis pas celui qui appuiera sur le bouton pour envoyer, parce que j'habite pas Calais. En revanche, si j'habitais Calais, j'aurais un autre raisonnement. Bref, il se fait tard, je pense que je vous ai fait 3 heures. Donc avec cela, réfléchissez par vous-même. Je pense que ça fait la troisième ou quatrième fois que je fais une longue séance de réponse aux questions entre ça et mes 400, plus de 400 vidéos que je vous ai déjà faites. Je pense que j'ai fait assez. Donc, vous me verrez moins souvent. Certains se diront chouette, mais si vous avez fait 3 heures pour en arriver à ce moment-ci, vous êtes un peu imbécile. Mais dans l'ensemble, je ferai moins de vidéos, je serai un peu moins présent. C'est comme ça, j'ai des livres à finir, à écrire, à vous apporter. J'espère que vous me ferez confiance, vous garderez la confiance sur le fait que ces livres peuvent vous apporter quelques petites informations supplémentaires pour votre préparation, parce que les années seront difficiles. Je ne sais pas si je vais vous accompagner tout le long avec Facebook et les réseaux sociaux, etc. Parce que j'ai de plus en plus de travail avec des gens sur le terrain, près de chez moi et dans mon pays. De toute façon, vous savez quoi faire. Je veux dire, franchement, si vous n'avez pas compris ce qui arrive et si vous n'avez pas compris ce qu'il y a à faire, si vous reprenez 4 ans de vidéos et tous mes livres, si vous n'avez pas compris ce qui arrive, si vous n'êtes pas capable de prédire avec assez de précision ce qui arrive ces prochains mois et ces prochaines années, c'est pas en faisant plus que ça va aider ou contribuer. Donc, bossez dur, rigolez un petit peu, gardez de l'humour, profitez de votre famille, des gens qui vous entourent, que vous aimez bien et qui en valent la peine. Et puis, euh, préparez-vous et au pire, on se verra au Valhalla. À très très bientôt et continuez. On va y arriver. Allez, à bientôt. Ciao.